Ziad Medouk, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler bien sûr de Gaza face au Covid-19. Et je dois dire qu'il y a un paradoxe, à mon avis. C'est que tout le monde attendait une catastrophe épidémiologique à Gaza et l'avait annoncé. Or, je ne dirais pas qu'il y a eu une catastrophe, mais s'il s'est passé quelque chose de grave, c'est en Israël, puisque les chiffres de ce matin nous donnent plus de 15 000 malades et 190 morts. Et je ne parle pas de l'hécatombe dans les milieux ultra-orthodoxes qui forment environ 50% des malades. Et en Palestine, d'une manière plus générale, avant de parler de Gaza, on a, d'après les chiffres officiels d'hier aussi, 329 malades, dont 15 à Gaza, et 3 morts, dont une personne à Jérusalem-Est, très récemment. Comment expliquer cette situation? Quel est le bilan de cette épidémie à Gaza? D'abord, bonjour. Donc, c'est un plaisir pour moi d'échanger, même virtuellement, avec vous sur la situation à Gaza et en particulier cette période d'épidémie et de lutte contre le coronavirus dans la bande de Gaza. Donc, c'est vrai, jusqu'à maintenant, les cas sont maîtrisés, leur état est stable, mais le plus difficile pour nous, c'est la question qui se pose si il y aura une contamination, s'il y aura un nombre considérable de cas infectés par le coronavirus. Pourquoi? Pour trois raisons. D'abord, Gaza, c'est une région peuplée et très pauvre. Deuxième chose, le système sanitaire est très faible. Et troisième chose, c'est une région pauvre et peuplée. Il y a 2 millions de Palestiniens et surtout dans les camps de réfugiés, les gens et les immeubles et les bâtiments se côtoient. Donc, s'il y aura une contamination, ça sera catastrophique. Mais pour le moment, la situation est maîtrisée. C'est vrai, les autorités sanitaires de Gaza, pour la première fois, ils ont coordonné avec l'autorité palestinienne de Gaza. Et même si le blocus est maintenu, il y a trois aspects très importants et plus ou moins contradictoires par rapport à ce coronavirus dans la bande de Gaza. D'abord, il y a une coordination, on n'est pas arrivé à une réconciliation, mais il y a une coordination, d'une part, entre les autorités sanitaires de Gaza et l'autorité palestinienne Ramallah, qui envoie des kits de dépistage, qui envoie des antibiotiques, donc de façon régulière. Deuxième chose, les gens, la population de l'Union palestinienne sont conscients, ça veut dire qu'ils appliquent à la lettre les consignes et les mesures préventives, soit les consignes de l'Organisation mondiale de la santé, soit de l'autorité de Gaza. Et troisième aspect, donc, il y a des centres de quarantaine. Il y a presque 22 centres de quarantaine pour les Palestiniens qui sont rentrés de l'étranger depuis donc, le début de cette épidémie. Pour être précis, quelle est la stratégie qui a été mise en œuvre par les autorités de Gaza? Parce que tu le sais sûrement, on a en France un grand débat où les autorités ne sont pas très claires, alors que les médecins sont très clairs. Les autorités médicales nous disent il faut, un, tester, deux, confiner les malades, et trois, équiper de masques ceux qui sont en bonne santé pour qu'ils puissent étudier et travailler. Comment ça se passe à Gaza? Quelle est la stratégie qui a été suivie dans un contexte, comme tu le dis, de 2 millions de personnes très, très densément peuplées, avec, je crois, les trois quarts maintenant de la population qui dépendent de l'aide internationale ou de l'aide du Qatar ou de l'aide à Gaza même. Il y a trois stratégies donc, prises par l'autorité sanitaire de Gaza. D'abord, nous avons créé 22 centres de quarantaine pour les 2000 Palestiniens qui sont rentrés. Il n'y a pas beaucoup de Palestiniens qui rentrent avec le blocus, avec un peu de passage côté égyptien notamment. Mais il y a deux Palestiniens qui sont rentrés, ils sont mis directement en quarantaine. Donc, ça, numéro un. Numéro deux, il y a le confinement. Donc, le confinement, c'est pas comme en France, ça veut dire qu'on n'a pas encore le couvre-feu, mais il y a un confinement demandé par les autorités de Gaza. Et troisième aspect, donc, prendre des mesures préventives, la fermeture des marches des universités, les mariages sont
interdit, les salles de mariage sont fermées, donc et l'enseignement à distance est favorisé, toutes les écoles, les universités sont fermées, donc on peut dire qu'il y a des mesures de confinement qui étaient prises et appliquées, soit par les autorités sanitaires de Gaza, soit par la population civile. Une population civile sur blocus, mais elle est consciente de dangers et de risques de la contamination. C'est pour cela cette population, donc, il applique à la lettre les consignes, soit par les autorités de Gaza, soit par l'autorité palestinienne, soit par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on peut dire que ces stratégies, ils ont donné des fruits parce que, heureusement, jusqu'à maintenant, on a 13 cas qui étaient infectés. Il y a 7 qui ont quitté les centres de quarantaine, ils ont quitté les hôpitaux, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas de décès et on n'a pas de cas graves, même dans un système sanitaire très défaillant avec le blocus, avec le manque de moyens, surtout que dans les hôpitaux de Gaza, on a seulement 55 lits en réanimation et 55 lits en soins intensifs. Donc, ils sont oubliés le manque d'effectifs et le manque de beaucoup de moyens pour la population civile de Gaza. Ça veut dire, si j'ai bien compris, que pour l'instant, l'épidémie est maîtrisée à un très faible niveau, mais que ça ne doit pas endormir l'attention internationale parce que s'il y avait une reprise ou un développement de l'épidémie, les moyens dont tu parles, 55 lits, seraient très vite complètement débordés. Donc, je pense que le problème des respirateurs est en particulier un problème où il faudrait une aide internationale majeure qui permette de faire face à toute éventualité. Malheureusement, pour l'aide internationale, c'est une aide temporelle. Ça veut dire que ce n'est pas une aide, c'est comme le blocus de Gaza. C'est comme les offensives militaires israéliennes. Quand il y a des offensives, on envoie des aides. Mais nous, on a besoin d'une seule demande, c'est la levée de blocus israélien lui-même le plus important. Donc, cette épidémie, elle est en train de dénoncer pas seulement le blocus israélien et pas seulement les mesures atroces de l'occupation, mais elle est en train de dénoncer le comportement et le silence complice de cette communauté internationale officielle. Ça veut dire, regardez, la Croix-Rouge, elle est en train d'envoyer des aides, l'Organisation mondiale de la santé, le Qatar, l'autorité palestinienne, mais ces instances, elles étaient où pendant les différentes offensives militaires, pendant la mort de des centaines de Palestiniens, des patients palestiniens qui sont morts à Gaza parce qu'ils ne pouvaient pas se soigner dans les hôpitaux israéliens ou égyptiens. Il était où quand il y avait des bombardements israéliens, il y avait où quand il y avait des pêcheurs qui sont morts, qui ont été attaqués par la marine israélienne. Il était où cette instance internationale pendant la marche de retour où il y avait 300 Palestiniens qui étaient morts et qui étaient tués par les snipers israéliens. Donc, ça montre un peu que les instances internationales et l'occupation, regardez par exemple, le blocus israélien est toujours maintenu. Les Israéliens, ils ouvrent seulement le passage de Kerem Shalom au sud de la bande de Gaza. Ils ouvrent seulement 4 heures par jour pour faire entrer seulement les produits sanitaires et les produits alimentaires et les fioles et les carburants pour la station électrique. Voilà, seulement à part ça. Donc, il y a toujours une liste de 900 produits qui n'entrent pas à Gaza par ordre militaire israélien. Il y a les kits de dépistage. On a un manque de kits de dépistage. Il y a seulement 1000 kits de dépistage qui sont envoyés par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, il y a une réaction, mais il y a une réaction de l'urgence. Mais nous, on a besoin de solutions effectives, c'est-à-dire la fin de blocus et surtout la réouverture des passages et des frontières qui relient la bande de Gaza à l'extérieur. Encore un mot sur l'activité des Israéliens, parce qu'il y a beaucoup de communication du gouvernement israélien sur l'aide qu'il apporte aux Palestiniens dans cette situation. Et on entend en même temps des choses complètement contradictoires, que moi je résume sous le slogan « Pendant l'épidémie, la répression continue ». Et on a eu des rafles, pas à Gaza évidemment, mais en Cisjordanie, on a eu des arrestations en grand nombre, on a des prisonniers qui meurent, on a des jeunes qui sont assassinés au checkpoint ou par des raids. Et alors on a appris hier par Haaretz une chose absolument incroyable, c'est que l'armée israélienne est intervenue contre la police de l'autorité palestinienne qui essayait de faire respecter le confinement à Jérusalem-Est. C'est-à-dire, ça montre combien une politique criminelle peut être en même temps suicidaire. Parce que si le confinement n'est pas respecté à Jérusalem-Est, il ne le sera pas non plus à l'Ouest, et les risques de reprise de l'épidémie en Israël sont importants. Donc on a vraiment l'impression d'un double langage, d'un côté une façade où on se montre très humaniste et très généreux,
et de l'autre, une grande dureté à l'égard d'une population très éprouvée. Et c'est vrai à travers le blocus de Gaza, comme c'est vrai à travers la répression en Cisjordanie. Oui, même à Gaza, donc en dehors des exemples concrets que vous avez annoncés, ça veut dire assassiner les jeunes sur les checkpoints, donc interdire la police palestinienne d'intervenir contre l'épidémie et à Jérusalem-Est, la mort d'un prisonnier donc hier, donc l'arrestation arbitraire de beaucoup de Palestiniens, des centaines de Palestiniens dans les villes et les villages en Cisjordanie, sans oublier les ouvriers, les travailleurs, donc il y a plus de 100 000 Palestiniens qui ont perdu leur travail, il y a plus de 150 qui ont été contaminés dans les usines et les champs israéliens, ça en Cisjordanie. À Gaza, et en dehors de blocus, il y a 5 types d'agressions qui se poursuivent. Donc l'attaque de marine israélienne contre les pêcheurs, il y a 3 pêcheurs qui ont été blessés pendant le mois de mars et avril, donc ça montre que l'armée israélienne poursuit ses attaques contre les Palestiniens. Il y a 13 incursions au mois de mars et avril dans la bande de Gaza, au nord et au sud de la bande de Gaza. Il y avait 3 paysans qui ont été blessés. Il y avait une fois, il y avait un bombardement fin mars, donc suite à un missile lancé par la résistance palestinienne. Donc, il y avait 13 raids israéliens sur Gaza. Maintenir le blocus israélien. Et encore, il y a le chantage israélien parce que ils essayent de mettre la pression. Ils disent que nous, on ne peut pas faire entrer les produits sanitaires et les kits de pistage si le Hamas qui prend la bande de Gaza, il ne fournit pas des informations sur les 2 et 3 prisonniers israéliens, captifs israéliens qui sont dans la main des résistances palestiniennes. Donc, même en pleine épidémie, Israël, il a un double visage, comme vous avez dit. Donc, un visage humanitaire devant le monde entier, devant les médias, pour dire oui, nous sommes en train de ouvrir un peu, mais en même temps, la réalité dure, c'est une réalité vécue par les Palestiniens et connue par les Palestiniens et pour les solidaires et pour les experts. Et comme vous, ça veut dire vous êtes bien informés sur la situation. Donc, depuis le début de mars, depuis le début de l'épidémie, soit en Palestine, soit en Jordanie à Gaza, les agressions, les mesures atroces israéliennes ne cessent de s'aggraver, d'augmenter et pas de baisser. Peut-être un mot sur la situation économique et sociale, les conséquences de l'épidémie. Bon, je rappelle à nos amis qui nous regardent que Gaza est un territoire très particulier, puisqu'il y a environ la moitié de la population active qui est au chômage. Et je le disais tout à l'heure, les 3/4 vivent de l'aide internationale ou régionale. Dans une situation aussi dramatique, quels sont les effets de l'épidémie et de la lutte pour la refouler? Les conséquences dramatiques, pas seulement sur les travailleurs palestiniens, mais sur les activités économiques en général. Donc, on peut dire que en Cisjordanie, il y a presque 120 000 travailleurs palestiniens qui ont perdu leur travail, soit dans les champs et les usines israéliennes, soit dans les territoires palestiniens. À Gaza, on a 15 000 ouvriers, travailleurs qui ont perdu leur activité économique suite à la fermeture, suite au confinement. Donc, ça, numéro 1. Juste un mot, Ziad. J'ai lu dans la presse israélienne qu'une partie du patronat était absolument hostile au maintien de l'interdiction pour les travailleurs palestiniens de venir travailler en Israël parce qu'on est dans une période en Israël de déconfinement progressif et donc il y a besoin de main-d'œuvre et la main-d'œuvre traditionnellement elle est souvent palestinienne. Il y a une partie qui travaille, mais il y a, comme je viens de dire, on a 250 000, il y a 100 000 qui sont restés là-bas, mais il y a 130 000 qui ont perdu leur poste de travail. Ça veut dire qu'ils ont été renvoyés. Et malheureusement, soit à Gaza, soit en Jordanie, ils n'ont pas de récompense. Ce n'est pas comme les autres pays, comme la France, où il y a une caisse spéciale. Donc, avec la crise qui traverse soit l'autorité palestinienne, soit le Hamas, déjà à Gaza, on a, pour revenir aux questions sur l'aspect économique, on a 2 millions de Palestiniens à Gaza. Il y a presque 1 million avec leurs familles qui sont au chômage. Et 1 million qui travaillent soit avec l'autorité, qui sont payés soit par les Palestiniens, soit par les Nations Unies, soit par le Hamas. Parce que l'autorité est responsable de 73 000 postes. Le Hamas, il a payé 45 000 postes. Il y a 15 000 payés par l'UNRWA. Il y a 6 000 postes payés par les banques, il y a 13 par le secteur privé, mais tous ces secteurs sont touchés avant l'épidémie avec le blocus, les conséquences dramatiques. Donc, l'épidémie, elle a aggravé la situation de ces travailleurs. Donc, on peut dire qu'il y a une baisse de 4% de l'économie palestinienne, de produits
brut palestinien, soit à Gaza, soit en Jordanie. Pour la bande de Gaza, le problème, donc, avant cette épidémie, il y avait le blocus, mais donc la fermeture des écoles, des universités, l'arrêt de travail, le confinement et le double confinement, donc, il a influencé les 2 millions de Palestiniens il y a 1 million qui vivent sur les aides économiques, soit fournies par les Nations Unies. Il y a 750 000 Palestiniens qui touchent leur aide économique élémentaire. Le Qatar, depuis 2 ans, il y a un acteur principal dans la vie politique et économique. Donc, voilà. Et il y a quelques ONG locales et associations humanitaires internationales qui distribuent des aides. Donc, avec cette crise, on est passé de 75% à 83% des Palestiniens de Gaza qui vivent maintenant sur les aides alimentaires. Ça montre un peu que les conséquences dramatiques sont oubliées, qu'il y a 15 000 Palestiniens qui ont perdu leur travail et sont oubliés le transport scolaire, universitaire, donc les commerces, l'épidémie. Qu'est-ce qu'elle a ajouté à la population? Elle a ajouté un double confinement. Donc, on vit le confinement dans le confinement, mais la vie économique était d'ailleurs paralysée avec le blocus, ses conséquences dramatiques, le secteur privé. D'ailleurs, ça fait 6 ans que depuis la fin de la dernière offensive militaire israélienne de juin-juillet 2014, jusqu'à maintenant, il y a des usines qui n'ont pas été reconstruites. Même donc avant l'épidémie, la situation était très difficile au niveau économique. Et cette épidémie, donc, elle a ajouté un malheur à beaucoup de Palestiniens de Gaza qui sont en souffrance permanente. Un dernier mot pour conclure sur la dimension politique des conséquences de l'épidémie. Bon, nos amis savent que ça fait 14 ans qu'il y a une séparation de plus en plus forte entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, et en même temps entre le Fatah et le Hamas. On a eu la sensation avec le plan Trump qu'il y avait une reprise du dialogue entre les deux grands mouvements traditionnels de la résistance palestinienne, mais sans conclusion. Est-ce que l'épidémie ne va pas aussi être un incitateur à la reprise du dialogue et à la tentative de reconstruire une unité sans laquelle, à mon avis personnel, il n'y a pas d'issue possible, parce que la dimension palestinienne est forcément une dimension sine qua non de toute issue politique au conflit. Malheureusement, la division interpalestinienne, c'est une honte pour nous les Palestiniens, mais c'est une réalité. Le problème, depuis la mort d'Arafat en 2004, la décision nationale palestinienne ne vient pas de l'intérieur, vient de l'extérieur. Donc, nous avons des axes. Donc, nous avons l'axe jordanien, égyptien, américain, saoudien, émiratien, qui est allié à l'autorité palestinienne de Ramallah. Il y a l'axe de la Turquie, de la Syrie, l'Iran et le Qatar qui est allié avec le Hamas. Et donc, 2 axes et 2 tendances politiques tout à fait opposées. Donc, malheureusement, donc, il y avait une influence extérieure qui a influencé les 14 ans depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a des conséquences dramatiques, pas seulement sur la résistance palestinienne, mais sur la population civile. D'ailleurs, l'exemple de l'épidémie, donc, ça montre un peu qu'il n'y a pas une coordination entre les deux côtés, les deux gouvernements, parce que malheureusement, on a 2 gouvernements à Gaza. Donc, il y a une coordination pour les mesures préventives au niveau de kits de dépistage, l'envoi des médicaments par l'autorité palestinienne. Donc, voilà, mais au niveau de la coordination politique, il n'y a pas de coordination politique. Donc, à mon avis, c'est pas question qu'on est pessimiste, mais le problème avec 2 programmes politiques différents, c'est difficile d'avancer. Donc, en conclusion, puisque vous avez évoqué donc l'aspect politique, donc les Palestiniens de Gaza, avec ce double confinement, ils espèrent 3 choses. Les Palestiniens, ils pensent que maintenant tout le monde il vit au pied d'égalité comme les Palestiniens de Gaza, même si les conditions sont différentes. Mais ils voient, donc nous, on est solidaires, les Palestiniens de Gaza, on est solidaires des peuples endeuillés. On envoie toujours des messages de soutien, surtout à nos amis français, italiens, espagnols les plus touchés. Les Palestiniens de Gaza, ils posent la question et surtout ils s'interrogent. Ils disent des pays développés comme la France, les États-Unis, l'Espagne, l'Italie n'arrivent pas à faire face. Il y a des milliers de morts. Et nous, heureusement qu'il n'y a pas d'épidémie jusqu'à maintenant, mais malgré ça, on s'adapte avec le contexte. Donc, mais pour la population qui vit un confinement, nous, ça fait 14 ans qu'on vit le confinement et on est passé d'une prison donc ouverte à une prison fermée. Donc, on est solidaire, mais on espère, la première expérience pour nous et le premier souhait, que le monde entier, surtout le monde officiel qui a laissé la population à ce sort de vivre ce blocus israélien inhumain, vivre les conséquences dramatiques de ce blocus
J'espère que ce monde officiel doit donc s'interroger sur le sort de ces Palestiniens après la fin de cette épreuve et à la fin de cette épidémie. Deuxième chose, c'est le plus important, les Palestiniens espèrent la réconciliation. On n'est pas encore arrivé à ça. Il y a quelques contacts au niveau sanitaire, mais elle espère la fin de la division et l'arrivée de la réconciliation entre les Palestiniens. Et les Palestiniens, troisième souhait, elle espère la fin de cette situation difficile, la fin du blocus israélien humain, la réouverture de passage et que la paix règne de nouveau dans cette région, je pense, permanente. Mais Ziad, si je peux me permettre de te relancer, la trahison de Benny Gantz vient de permettre à Benjamin Netanyahou de sauver son pouvoir, de constituer rapidement un gouvernement dit d'urgence nationale. Mais quand on regarde bien, la première chose que ce gouvernement va faire, dès le 1er juillet, c'est faire passer les lois d'annexion d'une bonne partie de la Cisjordanie. Comment imaginer une résistance à cette stratégie absolument suicidaire s'il n'y a pas de réunification? C'est-à-dire, est-ce que, à ton avis, pour parler un tout petit peu plus clair, les directions du Fatah et du Hamas ne vont pas être confrontées à une opinion palestinienne qui n'en peut plus de cette division? Moi, j'ai toujours pensé que les jeunes qui allaient manifester à la frontière à Gaza, et 300 sont morts, tués par les snipers israéliens, ces jeunes manifestaient contre Israël, mais aussi contre le fait que les directions palestiniennes ne faisaient pas leur travail. Non, je vais être clair avec vous. Il y a trois aspects. Donc, il y a les deux côtés, ils ne sont pas prêts à cette réconciliation. C'est une réalité. Et l'opinion publique palestinienne, elle est fatiguée parce qu'il a essayé plusieurs choses, soit à Gaza, soit en Jordanie. Les Palestiniens, notamment à Gaza, parce que au moins en Jordanie, c'est plus que parce qu'il y a le mur d'apartheid, il y a la colonisation, il y a les checkpoints. Nous, on est presque libre, mais on est encerclé, donc on est entouré par chars et marines, par des avions. Donc voilà, on subit comme nos compatriotes en Jordanie les agressions israéliennes au quotidien. Mais le plus important, les conséquences dramatiques sur la population civile de Gaza est plus dramatique qu'en Jordanie. Donc c'est une réalité. Bien sûr. Donc la population de Gaza, les jeunes, les femmes, toutes les tendances, la gauche et l'opposition, ils ont essayé tout. Ils ont essayé de manifestations et les manifestations étaient opprimées. Donc ils ont essayé de rassemblement. Ils ont essayé, comme vous avez dit, la marche de retour 2 ans, aller sur les frontières pour réclamer la fin de blocus, pour réclamer et exiger la fin de la division, mais ça n'a pas marché. Donc on peut dire que la population est fatiguée et elle attend un changement radical. On n'est pas là et le changement ne viendra pas de l'intérieur, viendra de l'extérieur parce que tant qu'il y a des acteurs de l'extérieur qui se mêlent dans les affaires internes, donc les Palestiniens, malheureusement, parce que les deux côtés, ils ont besoin, soit pour des raisons politiques, économiques, financières, donc ça, c'est une réalité. Donc on peut dire que les deux côtés, les deux tendances ne sont pas prêtes, le Fatah et le Hamas. Et deuxième chose, la population est fatiguée, mais la population, donc, elle en a marre de cette division, donc elle essaie un peu de se diriger vers l'occupation. C'est ça, parce que nous, on a un aspect psychologique. Si un Palestinien meurt à Gaza, en Jordanie, par la police palestinienne ou par la police de Hamas, ça sera pas considéré. Mais si un Palestinien meurt par des balles israéliennes, ça sera considéré comme martyr. Vous voyez un peu, cette notion est très importante. Mais vous voyez un peu, c'est pour cela que les gens sont fatigués et ils ont marre de cette division, mais ils ont essayé tous les moyens donc politiques, pacifiques. Ils sont oubliés que les deux côtés, on va parler franchement, les deux côtés sont illégaux au point de vue constitutionnel. Ça veut dire le président Abbas, il était élu en 2005 pour 5. Ça fait 10 ans qu'il est au nom de la division, il est toujours là. Le Hamas, ils ont gagné les élections qui étaient libres et démocratiques, donc personne ne peut le constater. Mais on peut dire que le Hamas, ils ont été élus en 2006 pour 4 ans. Mais au nom de la division, ils sont toujours là. Il y a des échéances politiques, mais les deux, ils jouent sur les divisions pour maintenir le pouvoir. Le Hamas, il trouve comme Gaza comme un trésor pour elle, donc on ne va pas lâcher le morceau. L'autorité palestinienne, elle est basée à Ramallah, donc elle profite de l'échec du projet de paix pour oui, on est là pour essayer. Donc, mais les deux
côtés, les deux partis politiques ne sont pas prêts, numéro un. Les deux, et la population est fatiguée, notamment à Gaza. Donc, si on prend Gaza, on a 73 000 Palestiniens de Gaza qui sont toujours payés par l'autorité palestinienne. Le Hamas, depuis sa venue, il a créé 45 000 postes. Ça veut dire ces Palestiniens, c'est 73 000 fonctionnaires de l'autorité et 45 000 de Hamas, et ils sont attachés à des partis politiques. Donc, pas être critiques à leur parti politique, sinon ils vont perdre leur poste de travail. Donc, on n'est pas arrivé à un état démocratique où il y a une séparation entre la vie professionnelle et la vie politique. Donc, ils ont joué sur la division, les partis, ils ont joué sur le blocus, les agresseurs israéliens pour gagner le terrain. Donc, à mon avis, les deux côtés, au niveau politique, ils ne sont pas prêts, et les acteurs externes qui dirigent ces dirigeants de Gaza Ramallah, ils ne sont pas prêts à lâcher les morceaux parce qu'eux, ils ont des alliances politiques. Pour cela, à mon avis, tout est compliqué. Voilà. Et donc, la pression sociale et politique et pacifique existe, mais à mon avis, la population, notamment à Gaza, elle est fatiguée. Elle est fatiguée de blocus, elle est fatiguée de la division, elle est fatiguée des agressions israéliennes, elle est fatiguée des différentes offensives, des conséquences dramatiques. C'est pour cela ils ne sont pas prêts d'aller manifester pour réclamer la division, mais ils espèrent, donc, avec le double confinement. Mais je pense que cette nouvelle épidémie, c'est une occasion pour deux parties de réfléchir, mais pas optimiste, avancer dans la réconciliation. Maintenant, côté israélien, il joue sur ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a un acteur principal, c'est le côté israélien qui joue sur la division palestinienne, soit Gantz, soit Netanyahu. Nous, on n'a pas de confiance de cette alliance entre Gantz et Netanyahu. Même le gouvernement de gauche à l'époque, le Parti travailliste, ils n'ont jamais appliqué le processus de paix. Donc, c'est pour cela, nous, on n'a pas peur ni de Trump, ni cette alliance. Donc, je sais qu'ils ont un plan d'annexer le Valle de Jordan et la Jérusalem-Est et une partie de la Jordanie. Mais pour nous, il n'y a pas de grand changement, il n'y a pas de changement. Même les travaillistes à l'époque, ils avaient toujours la même mentalité coloniale d'apartheid. Donc, il n'y a pas de changement. La différence que le Parti travailliste prétend être pour la paix. Or, sur le terrain, il y avait toujours la colonisation, il y a toujours le mur d'apartheid, il y a toujours les mesures atroces. Au moins, Netanyahu et Lieberman, ils sont directs. Maintenant, avec l'alliance entre les deux côtés, Lieberman et Gantz, donc ça ne va pas changer quelque chose parce que la politique israélienne n'a jamais changé, donc c'est l'extrême droite. Mais pour finir, il ne faut pas oublier que pour revenir à la question sur la vision, que Israël est un acteur principal. Ça veut dire quand le président de l'autorité palestinien Mahmoud Abbas aux Israéliens, venez, on va négocier, on va reprendre les négociations. On dit avec plaisir, Mahmoud Abbas, mais il y a une partie à Gaza qui vous n'arrivez pas à contrôler. Donc, nous, on ne peut pas négocier avec vous tant que Gaza est sur le contrôle de l'autorité palestinienne. Et il envoie d'intermédiaires au Hamas pour dire oui, vous restez à Gaza à condition de ne pas toucher donc les colonies israéliennes. Donc nous, on va ouvrir le passage pour vous. Et donc ils jouent sur la division, donc à travers le Qatar et l'envoi des aides économiques à Gaza. Ils ont réussi, par exemple, d'arrêter la marge de retour. La marge de retour était, par exemple, c'est une stratégie magnifique parce que le Hamas et l'autorité et les factions, ils ont essayé de manipuler, utiliser la marge de retour, mais ça les Israéliens, ils ont réussi à faire la pression contre le Hamas et le Hamas, il a réussi à arrêter la marche de retour, qui était une marche hebdomadaire. Après, le Hamas, il a dit on va le rendre hebdomadaire et mensuel, mais depuis l'année 2020, il y avait l'épidémie de la coronavirus. Après, il était arrêté. Donc, il devait se reprendre le 30 mars à cause de l'épidémie, tout arrêté. Donc, la division, c'était une grande occasion aux Israéliens de continuer leur politique agressive, continuer à agresser la bande de Gaza, continuer à maintenir le blocus israélien et surtout continuer à annexer donc, le territoire palestinien. Donc voilà, tous ces éléments malheureusement empêchent cette réconciliation interpalestinienne, même si la tendance politique, et surtout les jeunes, ils essayent, mais à part les réseaux sociaux, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Ils comptent sur eux, ils sont en train d'attendre, donc ils attendent une solution politique, ils espèrent, donc ils n'ont pas le choix que résister, rester sur le terrain, ça c'est un élément très important, faire face au mur d'apartheid et colonies illégales en Cisjordanie et les checkpoints en Cisjordanie et les conséquences dramatiques de blocus à Gaza. Donc voilà la stratégie aujourd'hui des Palestiniens, en dehors des calculs politiques de deux côtés. On a la population, donc on a confiance dans cette population civile, soit à Gaza, soit en Cisjordanie. Et je pense
Pourquoi cette confiance? C'est bien que cette population, notamment à Gaza, qu'elle a décidé de rester malgré donc, le blocus, ses conséquences dramatiques, malgré 3 offensives en 2009, 2012, 2014. Il y a un point, et je termine là-dessus, que beaucoup de Palestiniens qui ils ont essayé en 2018, 2019, suite aux attaques israéliennes, suite aux conséquences dramatiques, suite à la situation dramatique, d'émigrer, d'aller vivre à l'étranger, surtout en Turquie. Maintenant, ces Palestiniens qui vivent dans des conditions épouvantables en Égypte, en Turquie, ils demandent de rentrer à Gaza parce que disent Gaza, c'est le paradis par rapport aux autres pays, parce qu'ils souffrent, ils voient que tout le monde est confiné et qu'ils n'ont pas le soutien comme la population civile de ces pays. C'est pour cela qu'il y a 6 000 Palestiniens qui sont coincés en Égypte. Le passage de Rafah est ouvert donc, la semaine dernière pour faire entrer 2000, mais il y a 11 Palestiniens donc, qui sont en Turquie qui réclament à l'ambassade palestinienne en Turquie de revenir à Gaza. Donc maintenant, Gaza est devenu un paradis. Vous voyez un peu. Donc la résistance des Palestiniens, la résilience et la passion de ces Palestiniens, c'est ça le point fort. Ces éléments forts qui font peur, soit à l'occupation israélienne et 2 acteurs palestiniens qui craignent donc cette population. Mais pour le moment, cette population est pacifique et surtout les jeunes qui sont en train d'exprimer leur vision, leur avis sur les réseaux sociaux pour le moment.